Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 2 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Les interdictions sur le tabac et les vapoteuses vont être renforcées dans les prochains jours. Une nouvelle loi du pays va être appliquée. Les plus jeunes sont déjà en train de réfléchir à comment la détourner. Les brancardiers du CHPF tirent la sonnette d'alarme. Ils manquent de moyens, sont surchargés, disent-ils, et une vague d'arrêt maladie n'arrange pas les choses. Les syndicats sont montés au créneau. Dans un autre domaine, l'aérien, la situation est toujours au point mort dans le conflit des contrôleurs aériens. Malgré les promesses de la direction, tant que rien n'est signé, la grève continue. On va parler de lutte contre les stupéfiants et contre les violences intrafamiliales dans ce journal, des fléaux qui détruisent les foyers polynésiens. Les gendarmes sont en première ligne dans les enquêtes et les interventions. Le commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française est notre invité ce soir. Avec le général Stéphane Brunet, nous allons en savoir plus sur ces sujets. Coup de projecteur dans notre première page des municipales sur la capitale Papeete et sur le sujet de la sécurité. 68 policiers municipaux patrouillent tout au long de l'année pour assurer la tranquillité. On verra si c'est suffisant. Avec notre deuxième invité, notre consultant en sciences politiques Naoui Tepa, nous parlerons des enjeux de la prochaine élection municipale. Merci d'être avec nous. La lutte contre le tabagisme au Fénois va bientôt être renforcée. Une nouvelle loi va entrer en vigueur dans quelques jours et elle est plus sévère. Les bars et les restaurants ne pourront plus vendre de tabac. Interdiction de fumer en terrasse. La publicité sera aussi supprimée. D'ici 2029, les paquets de cigarettes seront habillés d'un packaging neutre. Le but, dissuader la population de consommer du tabac et surtout les 15-25 ans. Pas sûr que ça fonctionne, même chez les plus jeunes. Juan Potoru, Mirko Vanfou. Elle vit ces dernières heures cette cigarette électronique jetable qui fait fureur parmi les jeunes. Malgré l'interdiction aux mineurs, certains n'hésitent pas à contourner la loi de diverses manières. Je demande de l'argent à des collègues, ensuite je vais demander à des collègues majeurs d'aller acheter pour mon magasin. Il est déjà arrivé d'aller toute seule demander de la puff, aller acheter la puff. Oui. Et ils acceptent? Oui, s'ils ne te demandent pas carte d'identité, il suffit de dire que tu as oublié, après ils vont quand même te donner. Ma mère elle est d'accord pour ça. Tant que ce n'est pas les substances illicites comme la drogue, le paca, le ice, on accepte. Chez cette buraliste, l'interdiction prochaine des cigarettes jetables à la vente ne pose pas de problème. Par contre, une loi plus stricte sur le tabac engendre forcément des prix à la hausse. Une réalité qui ne freine pas pour autant la consommation. Les consommateurs consomment toujours du tabac. Différemment peut-être, ils s'orientent plus vers le tabac à rouler que la cigarette, mais la consommation, elle est toujours d'actualité. Vous comprenez l'objectif de la loi? Oui, bien sûr, complètement. Nous, on approuve complètement. L'interdiction aux mineurs a toujours été d'actualité, que ce soit pour les puffs, que ce soit pour le tabac, ça a toujours été interdit aux mineurs. Dans cette boutique de cigarettes électroniques, l'application de la nouvelle loi va impliquer des changements encore plus restrictifs. Les produits commercialisés devront respecter certaines normes en termes d'affichage et de quantité. Le gouvernement nous demande de faire des packaging neutres et des monosaveurs aussi. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. Genre monosaveur, ça, je ne suis pas totalement pour. Pour les puffs, là, je suis d'accord. Dans quelques mois, les règles d'application de la loi sur le tabac seront en vigueur. Les puffs n'existeront plus sur le marché. Le gouvernement veut réduire l'accès à la nicotine chez les 15 à 25 ans. Selon les estimations, un Polynésien sur 3 fume et chez les jeunes, 2 adolescents sur 3 ont déjà vapoté. Et les maladies engendrées par le tabagisme coûteraient environ 40 milliards chaque année à la CPS. On parle santé encore. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'hôpital, mais aujourd'hui, les brancardiers sont à bout, épuisés par la surcharge de travail et le manque de moyens. Ce week-end, plusieurs agents ont posé des arrêts maladie, ce qui a contraint la direction à mobiliser d'autres personnels. Les syndicats sont d'ailleurs montés au créneau. Les détails avec Hayal Itahiata et Patrick Régis. On a toujours demandé, recruter, mais il n'y a rien du tout jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois dans leur bouche, c'est ça. Il n'y a pas de budget.
Williams et Benjamin ont décidé de témoigner pour leurs collègues. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Parfois, ils ne sont que 2 brancardiers pour assurer le travail de 7 personnes. Trop difficile compte tenu des réalités du terrain. Parmi les 17 agents du service de brancardage des étages de l'hôpital, beaucoup sont aujourd'hui en arrêt maladie, accentuant encore plus le sous-effectif. On a des lits à 400 kilos sans le patient. Si on rajoute le patient qui est à notre peuple, qui est à 350 et à 400 kilos, tu imagines un peu le poids là, ça fait presque une tonne, quoi. On fait énormément de kilomètres et bon, je te dis que des fois le soir on rentre à la maison, on est vraiment KO, fatigué. 50 km. 50 km. Si on n'est pas bien reposé, si on est 2 à travailler, ben, le patient il est en danger. Interpellé par ses agents du CHPF, la CSIP a décidé de monter au créneau. Les doléances de ce personnel ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent de plusieurs années. Oui, peut-être on peut se dire pourquoi attendre plusieurs années. Oui, pourquoi les cadres de ce service ont attendu plusieurs années à l'appel au secours de ce personnel qui demande simplement avoir des renforts, une pérennité d'emploi et une stabilité surtout d'emploi. La direction du CHPF a organisé ce matin une réunion avec les confédérations syndicales. Il était question de faire le point sur la situation délicate rencontrée ce week-end avec l'absence de nombreux agents en arrêt maladie et les prochains recrutements. Si les gens ils avaient anticipé, tu vois, on ne serait pas arrivé là. Et encore pour nous dire que oui, les patients sont, on met en péril les patients. Non, ça je refuse de dire ça. Bien sûr que tous ces brancardiers, ils ont mal de voir que le patient souffre aussi. Mais eux aussi sont en souffrance. L'essentiel, ce n'est pas forcément de mettre des moyens, c'est de mettre les moyens au bon moment de la journée. Donc ça, celle-ci, c'est un travail sur lequel on s'accordait aussi pour que ce soit fait en lien avec les acteurs de terrain et les représentants du personnel pour trouver le meilleur ajustement possible. La direction du CHPF affirme que le dialogue reste ouvert. 2 brancardiers contractuels seront recrutés dès demain et d'autres devraient suivre pour pallier les absences liées aux arrêts maladie. Et puis social toujours, demain, plusieurs écoles de Tahiti et de Moorea seront fermées pour anticiper l'impact d'un mouvement de grève prévu donc ce 3 février. La liste est à retrouver sur notre site internet. Ce mouvement de grève des personnels de l'éducation en Outre-mer lancé par le FSU-SNUP dénonce la dégradation continue des conditions d'enseignement et de travail. Les recherches ont été lancées par le JRCC ce matin au point de déclencher l'hélicoptère Dauphin, mais c'était finalement une fausse alerte. Un Va'a-Ho'e a été retrouvé en milieu de matinée, échoué sur une plage à Aroué sans le propriétaire. Le pire avait alors été imaginé. Les recherches lancées rapidement ont duré quelques minutes sans rien à signaler. Finalement, le propriétaire s'est manifesté. Il s'était fait voler son Va'a ce week-end. La grève des contrôleurs aériens menée par l'USAC-CGT est toujours en cours à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Après une rencontre constructive la semaine dernière, la direction a fait des promesses, mais tant qu'il n'y a rien de signé, le mouvement continue. Au cœur du conflit, l'arrêté modifiant leur classement professionnel qui, d'après le syndicat, porte atteinte à leurs acquis sociaux. Chiquita Teiva, Hubert Liao. Rien ne va plus entre une dizaine de contrôleurs aériens de Tahiti-Fa'a et leur direction. Au cœur du conflit, un arrêté modifiant leur classement. Depuis juillet 2024, ils sont passés du groupe C en liste 6. Une erreur de taille selon l'USAC-CGT qui y voit une rétrogradation professionnelle. Depuis le 19 novembre, ils ont déposé 5 préavis de grève. Entre les groupes et les listes, il y a des équivalents. Tous les groupes C ont été classés en liste 5, sauf Tahiti. Et donc pour nous, c'est une erreur manifeste d'équivalence, puisque on aurait dû être classé en liste 5 dans cet arrêté de juillet 2024. Pour le syndicat majoritaire, le SNECTA, qui n'est pas signataire du préavis de grève, l'évolution vers le groupe 5 n'est qu'une question de temps. Il y a 2 ans, quand le centre de contrôle a été reclassé en liste 6, c'était une avancée à cette époque-là. D'un point de vue de résultat, aujourd'hui, on est très proche d'un but, ce que reconnaît la majorité des organisations syndicales localement. La direction rassure, selon elle, le classement demandé par les contrôleurs de l'USAC-CGT se fera bien, mais sous certaines conditions. À partir du moment où on a un accord sur la liste 5, mais on verra pour l'application, on verra le nombre de personnels dont on a besoin pour l'appliquer. Deuxième point, oui pour la priorité à la formation et de former de plus en plus vite les personnes qui sont aujourd'hui en attente. Je pense qu'on est tout près d'un accord.
12 personnes sont en attente de formation. Ils devraient renforcer les 23 contrôleurs déjà en poste. Leur mission, assurer la gestion de 12 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. Et depuis le début de l'année, une saisie d'ICE a fait grand bruit aux Marquises. Plus de 42 kilos et un jeune passager d'un bateau de croisière impliqué. Ce n'est pas la première fois que ce mode de transport est utilisé par les trafiquants locaux. En 2022, plus de 20 kilos avaient été saisis à Eatea sur un paquebot également. Toujours un jeune passager polynésien. Pour en parler, nous recevons le général Stéphane Brunet, commandant de la Gendarmerie nationale en Polynésie française. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma question elle est toute simple. Est-ce que les techniques des trafiquants locaux, les techniques d'importation ont évolué ces dernières années? Et est-ce que ça vous demande une adaptation à vous, les enquêteurs? Alors, oui, les techniques d'importation évoluent toujours. On a évidemment les vecteurs aériens, les colis, la voie maritime. Et les délinquants et les criminels s'adaptent à nos modes d'action. Donc on a saisi bien plus de produits ces dernières semaines et démantelé des trafics. Mais oui, ça nous demande de nous adapter systématiquement. Alors c'est indéniable. Au niveau des gendarmes, il y a beaucoup de travail entre trafic de stupéfiants, violences familiales, les affaires de blanchiment, les infractions diverses. Qu'est-ce qui mobilise le plus vos hommes? Est-ce que, comme dans l'inconscient, on pourrait penser que c'est le trafic de stupéfiants? Alors c'est une priorité absolue pour nous. Tous les stupéfiants, je le rappelle, il n'y a pas que la méthamphétamine oui, cristallisée, il y a aussi le Pacalolo. Il y a le produit du crime, c'est-à-dire les avoirs criminels, l'argent mal acquis. Et puis sur les tendances lourdes, on a évidemment les atteintes aux personnes, notamment dans la sphère privée, c'est-à-dire les violences intrafamiliales jusqu'aux agressions sexuelles, qui nous mobilisent énormément parce que ça consomme beaucoup d'actes de procédure. Il y a des expertises à faire. Et donc ce sont nos deux grands champs d'action. Et puis aussi, on a aussi les enquêtes liées à l'environnement qui sont un contentieux important pour ce territoire. Vous évoquez le blanchiment, que ça demande, on va dire, des enquêtes plus poussées. Est-ce que justement, c'est compliqué à démanteler des réseaux de blanchiment? Oui, ça demande du temps et du travail. Donc, on travaille sous la direction de l'autorité judiciaire aussi, donc soit avec l'instruction, soit avec le parquet. C'est un travail d'investigation de fourmi. Il faut bien qu'on constitue l'infraction. Donc, c'est identifier le produit mal acquis, faire les comptes bancaires, identifier les relations entre les personnes. Donc, ça demande du temps, mais in fine, ça paye. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des perquisitions, à saisir ces avoirs criminels et au fait que ces biens mal acquis ne profitent pas aux criminels. Sur le blanchiment d'argent, donc on l'a évoqué, et récemment des interdictions de paraître ont été prononcées également, et l'une d'entre elles a d'ailleurs été violée récemment. Est-ce que ces interdictions de paraître sur les lieux où il y a du trafic de stupéfiants sont efficaces? Ah oui, c'est efficace. Ça fait partie d'un plan un peu plus large qui est piloté par le commissaire de la République en Polynésie française. Dans ce plan qu'on a présenté aux élus d'ailleurs récemment, il y a aussi cet axe sur la fréquentation des points de deal, les points de distribution du produit. Donc actuellement en zone gendarmerie, moi par exemple, j'ai 6 interdictions de paraître avec 5 qui sont à venir. C'est efficace parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a eu une violation de cette interdiction qui a conduit à une interpellation, d'ailleurs en lien avec la police municipale de Punaoya, qui a très bien travaillé, la garde à vue qu'on a prise, et puis ensuite une condamnation à une peine d'emprisonnement. Donc on connaît, on sait qu'il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, d'ICE, notamment à Tahiti, à Moorea, dans les grandes îles. Mais est-ce que dans les îles éloignées aussi, ça existe? Je prends l'exemple des Australes, des Tuamotu. On n'observe pas ça encore dans nos archipels éloignés. Et de toute façon, vous n'avez pas le marché, et heureusement, pour que ça fonctionne de cette façon. En revanche, on est extrêmement vigilant sur ce qui peut être aussi pris sur Tahiti et puis emmené à l'occasion, par exemple, de vacances scolaires ou de trajets, ne serait-ce que pour un seul consommateur, ça suffit à... Donc on est extrêmement vigilant par rapport à ça. On opère des contrôles sur les avions, sur les vols intérieurs notamment, sur les navettes de bateaux, pour prévenir l'apparition de ce produit sur nos archipels. Toute dernière question sur les violences intrafamiliales. Il y en a beaucoup en Polynésie. Chaque mois, une quarantaine de femmes sont entendues au tribunal correctionnel. Est-ce que les gendarmes sont encore plus confrontés en ce début d'année 2026 à ce phénomène des violences intrafamiliales? C'est un peu tôt pour donner des tendances chiffrées. En revanche, c'est une tendance qui est quand même importante sur ce territoire. On a une surreprésentation de ce type de délinquance. Donc on est de plus en plus vigilant. Après l'augmentation des chiffres, c'est aussi plus de gens qui viennent nous voir. Et donc, on a aussi une confiance de la population, peut-être dans la qualité de traitement qui est meilleure. Ceci étant, c'est une tendance lourde qu'il faut combattre collectivement à tout prix.
Merci beaucoup, Général Stéphane Brunet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes commandant de la Gendarmerie nationale et bien sûr, la lutte contre les stupéfiants, contre le trafic de stupéfiants reste la grande priorité. Merci encore. Merci. Le mois de mars, nous serons appelés à voter pour nos futurs conseillers municipaux et les nouveaux maires. Place donc ce soir à la première d'une longue série de pages spéciales des municipales. En début de ce journal des élections par la capitale Papeete, où la course à la succession de Michel Buyard s'annonce disputée. La sécurité s'impose comme l'un des enjeux du scrutin. À 68 policiers municipaux sillonnent les rues de la capitale pour surveiller, prévenir, assister la population. Élodie L'Argentan et Patrick Tsinsing ont suivi une patrouille. Direction le cœur de Papeete. Premier arrêt, la cathédrale. Les policiers municipaux viennent régulièrement à la rencontre des personnes sans domicile fixe. Avec le temps et la journée, ils consomment de l'alcool. Et c'est là où on est amené à intervenir. Parce que souvent ça dégénère, il y a des disputes. Où il y a des problèmes de salubrité. Ce sont souvent les commerçants qui appellent, comme ce vendeur en parfumerie. Ce matin, justement, on a eu la visite d'une SDF qui n'était pas très sympa, qui ne voulait pas du tout sortir. J'ai eu un peu de mal à la faire sortir. Au bout de 10 minutes, elle est sortie peut-être. Et j'ai pas pu avoir la police à ce moment-là. Je vois pas trop l'insécurité, mais je vois comme... T'es embêté par contre avec tous ces SDF, mais pas d'insécurité vraiment, quoi. On ne se sent pas menacé ou en danger. Je vois souvent des patrouilles passer, des policiers, les agents de proximité, tout ça. Ça s'est amélioré depuis le temps. Depuis 8 ans, des agents de proximité circulent dans la ville et complètent le travail des polices municipales et nationales. Une présence renforcée qui rassure la population. Je trouve que les policiers patrouillent beaucoup plus qu'auparavant. Moi, personnellement, je me sens en sécurité, mais c'est vrai qu'avec les SDF, il y en a, les vols à l'arrache, ça existe toujours. Hein. Je ne me sens pas en danger, tout simplement. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de SDF dans la ville et qui demandent de l'argent aux passants et c'est un peu chiant, je trouve. Un problème de société que la commune ne pourra pas résoudre seule, d'autant que beaucoup de SDF ont des troubles mentaux et ont besoin de recevoir des soins. Derrière ce défi, la police se félicite de progrès. On a beaucoup éradiqué les phénomènes des mercredis après-midi des bagarres des jeunes. De quelle manière? Toujours avec la présence sur le terrain, mais surtout qu'à chaque fois qu'il y a une bagarre sur le terrain, on verbalisait pour les nuisances. Donc à chaque fois qu'un jeune se battait en ville, il avait une amende de 8100 francs, 3e classe. Donc quand il est rentré chez lui, les parents étaient contents d'avoir une amende. Il y a aussi moins de bagarres la nuit, d'après Roger Lamy, car il y a beaucoup moins de boîtes de nuit qu'avant. Pour lui, il ne faut pas se fier aux vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Il l'assure, c'était pire avant. On s'intéresse désormais aux conditions légales à remplir pour pouvoir se présenter à ces élections municipales. Qui peut se porter candidat au siège de Tavana? Nous voyons cela avec vous, David Chong. Qui peut se présenter justement à ces communales? Qui ne peut pas? Et dans quelles conditions peut-on cumuler plusieurs mandats? Bonsoir Marouki, eh bien, il faut remplir 3 conditions. Premièrement, il faut avoir au moins 18 ans. Deuxièmement, il faut être français ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Si vous êtes citoyen européen, eh bien, vous ne pouvez être que conseiller municipal, non pas maire ni adjoint au maire. Et enfin, 3e condition, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune que vous visez. Mais il y a aussi des conditions excluantes. La première, c'est que si une personne, par exemple, a été privée de ses droits civiques par la justice, par exemple après des condamnations, eh bien, elle ne peut pas être candidate. Autre condition, certaines professions, comme celle de préfet, juge ou policier, ne peuvent pas exercer dans les zones de ces élections. Et enfin, si vous êtes une entreprise ou vous avez une entreprise avec des contrats importants avec les communes, eh bien, vous ne pouvez pas non plus candidater. Tout ça, c'est pour s'assurer que les élus agissent toujours dans l'intérêt général une fois
élu, Marouki. Alors, David, on parle de liste en général pour les élections municipales, mais il est possible de se présenter individuellement dans certaines communes, c'est bien ça? Tout à fait, dans les communes les moins peuplées. Si votre commune a moins de 1000 habitants, eh bien vous pouvez vous présenter seul. En revanche, si votre commune a 1000 habitants ou plus, eh bien, vous devez constituer une équipe complète avec une liste complète qui doit respecter en plus la parité, c'est-à-dire sur la liste un homme, une femme, ainsi de suite. Tout ça pour garantir une meilleure représentation de la population. Un dernier mot, Marouki, sur le cumul des mandats depuis la loi de 2014. Il est interdit à tout député ou sénateur d'exercer une fonction dans l'exécutif. Donc, ils ne peuvent pas être maire ni adjoint au maire. En Polynésie, en revanche, il y a les représentants à l'Assemblée territoriale, eux, peuvent être maires. Autre condition du code électoral marocain pour terminer, c'est le nombre de fonctions exercées simultanément. Les élus ne peuvent pas exercer plus de 2 mandats de façon simultanée. Merci beaucoup, David Chong, pour toutes ces précisions. Et la campagne électorale étant officiellement lancée, la matinale radio de Polynésie, la première, accueillera demain 2 candidats à la mairie de Mahina, Hinoi Fritsch de la liste Mahina Atia et Damas Teuira de Mahina Yahotua qui brigue un 3e mandat. Avec nous en plateau, notre consultant en sciences politiques, Naoui Tepa. Yorana, Naoui. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, est-ce qu'une élection municipale en Polynésie mobilise beaucoup plus les électeurs en comparaison d'une élection territoriale, par exemple? Traditionnellement, ce qui contribue à ça, c'est cette proximité. Le maire est l'élu le plus proche des populations. Et dans un territoire comme le nôtre, où on a des îles éclatées sur un territoire aussi grand, notre premier modèle, notre premier référent vers qui on va se tourner, c'est le maire. Donc, historiquement, les élections municipales ont toujours mobilisé beaucoup de participation. Et on le voit d'ailleurs sur le taux d'abstention. On est sur des taux d'abstention qui sont moindres par rapport aux autres types d'élections. Alors, vous avez évoqué justement ce scrutin de proximité. Est-ce que pour un candidat ou des candidats d'avoir une implantation au sein de la commune, d'être membre d'une association, voire même de présider une association ou encore d'être issu d'une grande famille, est-ce que ça aide? Ah oui, complètement, puisque l'un des facteurs les plus importants dans toute élection en Polynésie française, c'est celui du maillage territorial. Alors, ce maillage, il bénéficie et au maire et au parti pour lequel il court s'il a eu un soutien d'un parti majoritaire au pays. Dans le sens où c'est le maire qui constitue le premier maillon de ce maillage territorial par le biais des comités, des sections. Il est là, il est relais, il est référent, il est en contact direct avec sa population et il peut faire remonter les demandes. À l'inverse, le parti, qui plus est s'il est parti au pouvoir actuellement, peut offrir un maillage territorial à un nouveau candidat qui n'a jamais fait ses preuves. Et donc, ce candidat-là pourra bénéficier de toutes les ressources dans le parti pour attirer. Alors, au niveau de ce maillage, alors on a beaucoup de Tavana sortants qui sont Tapura. Le Tavini ne s'est pas trop exprimé aussi sur le soutien. Est-ce que l'investiture des partis politiques est importante pour les listes candidates? C'est très important, et puis ça fait écho à ce que je disais juste avant. Juste peut-être le président Mouete Broderson, donc en exercice, a confirmé il y a peu sur une presse adjacente qu'il ne participait pas à la constitution des listes. Et il interdisait ses ministres aussi d'y en participer. interdisant effectivement les membres de son gouvernement à être sur une liste électorale pour ce scrutin-là, ce qui est tout nouveau. Alors, ça fait partie peut-être d'une volonté de sa part, et puis il l'a affiché d'ailleurs, de faire rupture avec ce qui était vu jusque-là traditionnellement, qui est celui, bien sûr, de cette organisation autour des grands partis et, comme je le disais, du soutien que le parti peut apporter à un candidat. Toute dernière question très rapide en tant que spécialiste de la politique. Est-ce que cette élection municipale s'annonce passionnante pour vous? Alors, passionnante, oui. Toutes les élections sont passionnantes, mais là où on aura un œil un peu plus avisé, ça va être bien sûr la capitale, Papeete, puisqu'il y a 2 candidats d'un même bord. Et un maire sortant qui ne se représente pas. C'est ça, effectivement. Et puis, on va voir, selon l'actualité aussi, comment est-ce que ça va évoluer, mais les élections municipales sont toujours des élections passionnantes. Merci beaucoup, Naoui Tepa, pour votre expertise. On aura l'occasion de vous retrouver plusieurs fois
avant le début du scrutin des municipales. Merci encore. Et puis ce rappel, donc les élections municipales auront lieu en Polynésie le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. C'est ainsi que l'on referme cette page spéciale des élections municipales. Ils seront peut-être les managers de demain grâce à leur sérieux et leur investissement scolaire. L'IEOM, l'Institut des missions d'outre-mer, a récompensé 3 élèves de terminale STMG. Ils ont été les lauréats polynésiens du concours de l'excellence économique en STMG. Mahuike Flores Dexter, Hanihei Gilo et Kehaurea Tahautu. Ce concours vise à encourager les élèves à s'intéresser aux questions économiques et à développer leurs compétences en gestion et management. Je vous propose d'entendre Thierry Beltran, le directeur de l'IEOM, au micro de Mirko Vanfo. Cette année, on a eu 170 candidats. C'est énorme par rapport à la population. Donc c'est un élève sur 3 de STMG en Polynésie française, alors qu'en métropole et en France entière, c'est un élève sur 8. Donc on voit que ce concours a beaucoup de succès en Polynésie française. Et donc on a donc corrigé toutes les copies. Et il en est ressorti un classement. Et en fait, ce sont 3 étudiants, des élèves de 3 lycées différents de Tahiti qui aujourd'hui sont récompensés pour avoir fait de très bonnes copies. L'information principale de ce lundi 2 février, les brancardiers de l'hôpital du Taoné sont à bout. La fatigue s'accumule à cause de la surcharge de travail et le manque de moyens. Ce week-end, plusieurs agents ont posé des arrêts maladie, ce qui a contraint la direction à mobiliser d'autres personnels. Les syndicats sont montés au front et une rencontre a eu lieu aujourd'hui avec la direction pour trouver des solutions. Sur vos écrans, après cette édition, des séries au programme avec 2 épisodes de 911 puis de Tropique criminel. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.